Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bonne soirée à tout le monde. Alors on est parti. Donc on est ici, vous êtes d'accord? C'est dans ce bâtiment qu'on se trouve. Donc on ne s'est pas trompé de place. Juste avant de vous expliquer ce qu'on va faire. Certains business que vous connaissez en tout cas de nom ont disparu en quelques années. C'est le cas de Kodak. Quand on disait à l'époque un Kodak moment, waouh, c'était la photo argentique. Ce sont des gens, c'est une entreprise qui au pic avait 140 000 personnes, était clairement le numéro 1, d'accord? Et donc rien ne pouvait les perturber. À ce moment-là arrive la caméra digitale qu'ils inventent. Donc c'est eux qui inventent la caméra digitale, d'accord? Donc après avoir fait tout ça, ils inventent ce truc-là. Ça c'est le premier proof of concept qu'ils font, à peu près dans la fin des années 70. Et ils n'arrivent pas à l'exploiter, d'accord? Donc ils vont plus ou moins disparaître en voilà, une dizaine d'années. Ils vont être en Chapter 11 aux États-Unis, c'est-à-dire une sorte de faillite déclarée, alors qu'ils ont inventé. Donc ce qu'on va garder en tout cas comme leçon, c'est que la pure recherche et développement de produits ne peut pas expliquer le succès de toutes les entreprises, elle doit s'accompagner de quelque chose. À la même époque, Fuji, qui est le numéro 2, d'accord, aussi dans l'argentique, aussi dans le film, voit le même phénomène arriver, ça chute, ça chute. Et là, sous la direction de Komori, qui est à ce moment-là qui va être recruté comme CEO, en fait, ils vont essayer de lancer de nouvelles activités. Ils vont créer de nouveaux modèles d'affaires. Je vais utiliser soit de modèle d'affaires, soit de business model, je me trompe parfois, mais modèle d'affaires, si j'ai bien compris, c'est la terminologie canadienne. En France, ils disent modèle économique, nous on dira parfois business model. Donc il va imaginer certaines choses, et notamment il va se lancer dans la cosmétique. Waouh, tout à fait différent. Vous allez voir que ce n'est pas tellement différent parce que c'est les mêmes produits chimiques qui vont rentrer dans la création de ces produits. だからもうそれはだってでその先10年7年8年10年このぐらいどうなるかって言ったらもうほとんどもうないだろう。でこれ大変なことだと。でどうするかと。それから全く新しいことはそのうちが持っている技術で何ができるだろうか。It is a rather striking realization that the same chemicals, same processes that help prevent fading of colors in photography also apply to skin and helps prevent skin from sagging and fading. Donc ça serait le point de départ. Et regardez maintenant, en fait, ils ne font plus que 10% sur l'activité imagerie, photographie. Ils font 40% qui est démarré avec le cosmétique et qui maintenant s'étend à des problèmes, d'autres aspects médicaux. Et il fait une autre activité sur la gestion de documents parce qu'ils ont entre-temps fusionné avec Fuji, avec Xerox. Donc ça, j'oublie le rouge. On va garder cette idée qu'il ne suffit pas d'inventer des produits, il ne suffit pas d'inventer des offres clients pour le client. Il faut aussi l'accompagner. On va appeler ça d'un business model. Je vais y revenir. Une petite statistique, il y en aura peu, une ici, c'est sur une enquête récente de McKinsey, 80% des patrons d'entreprises sont inquiets pour leur propre modèle d'affaires. C'est ce qui était écrit ici, d'accord? Donc 80% pensent que leur modèle d'affaires pourrait être attaqué par des startups, par d'autres entreprises, mais seulement 6% sont satisfaits avec leur processus d'innovation. Donc c'est difficile pour une entreprise existante de continuer à faire preuve de créativité. Ils l'ont fait en son temps, parce qu'en son temps, une entreprise a démarré comme une start-up. Maintenant, c'est difficile. Et donc, il y a un défi majeur pour ces entreprises, et la petite vidéo ici, sous-titrée français cette fois-ci, va essayer de montrer que les outils de gestion pour faire exécuter un business, ou bien au contraire pour créer un nouveau business, c'est deux choses différentes. Thinking about business models in existing companies is slightly different than in a startup. The best way to look at it is by drawing a continuum between improving existing businesses that a company has, inventing new businesses that a company plans to build. On the left-hand side, you have one or several existing business models. The company knows them well and the entire organization is trimmed to execute and incrementally improve them. Here, the company operates in a known environment with existing customers and a good understanding of the market.
In such a known environment, it is possible to make relatively accurate forecasts about sales and predictions about growth. Hence, the left-hand side is all about executing and improving known business models or improving them incrementally. On the right-hand side, you have one or several new business models that the company is trying to develop. The models are far from proven, and the organization is still experimenting with them. Contrary to the improve end of the continuum, inventing is usually done in an unknown environment. Predictions such as sales forecasts or growth numbers are practically impossible to make at the early stages. The company is still developing a good market understanding, hence the right-hand side is all about the search for business models that work. The rules of the game are almost totally different on the opposite ends of the continuum. For existing business models and their improvement, you make business plans with performance projections. You evaluate people on how they meet those projections. Failure is not an option. When it comes to new business models, detailed plans are worthless. Projections don't make sense for yet unproven business models. What you really want to do is perform many small experiments to test the hypotheses of your unproven business model. You will learn from these continuous small bets, which will allow you to improve, adapt, or pivot your business model until you've made sure it will really work. Existing and new business models require completely different thinking, different rules, and different organizational structures to succeed. Alors, ici, un collègue de LBS avec un collègue ici d'HEC disent les entreprises doivent être ambidextres. Bien sûr, elles doivent être bonnes à exécuter, c'est sûr, c'est leur métier de base. Mais je pense qu'elles doivent aussi être bonnes à inventer le futur. Ça, c'est exécuter le présent, ça, c'est inventer le futur. Moi, je vais focaliser là-dessus. Créativité et design d'entreprise. Le fait qu'une entreprise doive être gérée m'intéresse moins. D'accord ? Et on a commencé cette réflexion avec l'idée comment définir, créer, tester un modèle d'affaires. Et c'est ça qui va nous retenir un petit peu aujourd'hui. Et on fait ça depuis à peu près 17-18 ans. Et on fait tout avec Alex, que vous voyez ici à droite, qui était mon ancien doctorant, avec qui on a défini ce modèle, on l'a fait vivre, et on a fait d'autres choses, et je pense qu'on visitera 2-3 petites choses avec. Et depuis, on travaille ensemble régulièrement. On habite en plus dans le même village, donc c'est assez facile de travailler, même si on voyage un petit peu de ces temps-ci. Notre idée était la suivante. C'est donc dans les années 98-99, je me dis, s'il faut aider les jeunes entrepreneurs sur le campus, parce que je donnais cours à l'EPFL, et donc j'avais soit des scientifiques, soit des ingénieurs informaticiens, et qui voulaient lancer leur business, ils disaient « Hé prof, tu peux vérifier mon business plan, je dois aller à la banque ». Et ça m'a toujours frappé de dire, on leur demande un business plan à 5 ans, et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans 3 semaines. D'accord ? Un entrepreneur doit bouger et tout ça. Donc on s'est dit, je vais essayer d'imaginer un outil qui pourrait les aider à faire leur petite création et imaginer. Donc un truc vraiment rikiki tout simple, on va voir son évolution après. Donc le premier outil qu'on a développé, c'est celui-là avec Alex. Donc en 2000-2004, ça a été sa thèse doctorat, une approche théorique, puis on l'a simplifiée. Et puis quelques années après, on s'est dit, ah, il faut faire ça. Ça, c'est les deux que je vais visiter avec vous aujourd'hui. Il y en a d'autres qui viennent, une façon d'analyser l'environnement, une façon d'analyser la culture d'entreprise et tout ça. Je ne vais pas faire ça. Donc, sur base de ces deux modèles, on a développé 2 livres. Celui-ci à peu près 2008-2010, celui-ci 2015-2016. Et ces livres se sont vendus effectivement en tout à peu près 2 millions d'exemplaires. Donc, une grande diffusion, mais surtout, et je vais revenir là-dessus, les outils ont aussi été diffusés. Je vais vous expliquer comment. Et puis, on a reçu certaines récompenses. On a été classé dans les 50 Best Thinkers in Management et blabla. Ça, c'est les Oscars. Mais on est convaincu de 4 choses. C'est d'une chose, mais qui va se décliner en 4 aspects. C'est que si vous voulez, si vous acceptez que créer un modèle d'affaires, ce n'est pas exécuter un modèle d'affaires, c'est créer, c'est designer, c'est concevoir, alors on peut être inspiré par la façon dont les architectes et les designers travaillent. Donc si vous pensez effectivement que créer un business au départ, c'est assez chaotique, puis on espère que ça se stabilise un peu, il y a des grandes étapes, il y a la conception, ça c'est la création, mais la création ne peut pas aller sans une expérimentation avec les gens, et puis éventuellement une évolution. Donc on va d'abord, dans un premier temps, voir des notations de la même façon que l'architecte, il apprend à faire des plans. D'accord ? Et il a un vocabulaire pour faire ça. Et ça, c'est le programme de ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis la deuxième chose, je vais viser avec vous, que veut dire faire le design d'un business model ou un prototype de business model ou de modèle d'affaires. Donc ça serait la partie conception, de la même façon que l'architecte fait des maquettes. Puis l'architecte, il parle avec les clients, ses usagers des futures maisons,
et il essaye d'avoir les commentaires et de réagir et de faire quelque chose adapté à eux. Donc ça, on va faire aussi. Que veut dire tester un business model avant de lancer une entreprise? Ça, c'est bizarre. Elle n'existe pas encore, donc il n'y a pas de produit. Comment est-ce qu'on peut déjà tester? Et enfin, dans certains cas, l'architecte, il fait une rénovation de bâtiment. Il a un vieux bâtiment, on lui demande de faire des nouvelles fenêtres, des nouvelles portes, des nouveaux murs et des choses comme ça. Donc il est dans une logique de rénovation. Que veut dire rénover un business model ou évoluer ou transformer un modèle d'affaires? Alors, je ne connais pas vos attentes parce qu'on a eu quelques échanges email. Il m'a dit science au carré, ils s'intéressent à la créativité. Bon, ok, parfait. C'est pas très clair. Donc, bien sûr, j'aurais eu envie de vous poser la question. Je ne vais pas le faire. On n'a pas trop de temps non plus. Mais j'aurais dû vous dire mais quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous retirez de ce truc-là? Pourquoi vous êtes ici? À part avoir une idée de la créativité, mais elle est exposée dans un contexte tellement petit qu'est la création d'entreprise que c'est peut-être pas tout à fait aligné avec vos intérêts. Je ne sais pas. En tout cas, mon attente, d'accord, pour ces 2 heures, c'est d'éviter ça. D'accord? Et c'est convaincu que même en 2 heures, il est possible de m'écouter, c'est gentil, merci, de voir quelques slides qu'on a soignés plus ou moins, mais idéalement, faites quelque chose, comme ça rentre un peu dans vos mains. D'accord? Et ça, c'est Confucius, quoi. Si vous faites, vous allez peut-être plus comprendre les concepts que j'aimerais bien vous passer, ou l'outil qu'on a imaginé avec Alex. Et donc, quand lui arrive, vous bossez. Donc là, il est temps de plier l'écran, arrêter de dormir, je vous donne quelque chose à faire, soit très court, 2 minutes pour faire, soit plus long, j'ai prévu de faire un exercice, vous allez faire le modèle d'affaires d'une entreprise. En 6 minutes, évidemment, c'est une gageure, donc je vais vous aider un peu. Ok, c'est parti. Donc, première chose, notation. Il faut savoir écrire. Alors, vous allez voir, je vais essayer de traduire l'idée suivante, c'est qu'un produit tout seul ne peut pas expliquer le succès potentiel d'une entreprise. Il faut en fait l'entourer d'un modèle d'affaires, d'un business model. Ça, c'est mon message premier. Ah, il est déjà là. Je vais vous demander en 2 minutes, vous discutez avec votre voisin, et vous allez dire, c'est quoi le modèle d'affaires? J'ai pris une société que tout le monde connaît en Suisse, Nespresso. C'est facile? D'accord? Vous connaissez tous Nespresso. Donc, 2 minutes avec votre voisin, puis après, je vais vous demander, c'est quoi le business model de Nespresso? D'accord? Alors voilà, exactement. Donc, le modèle d'affaires de Nespresso, c'est Cluny. C'est peut-être pas suffisant pour expliquer ce que fait cette entreprise. OK, 2 minutes. Ça va aller très vite, hein? Donc 2 minutes avec votre voisin, et puis je vous demande 2-3 choses. OK? C'est quoi le business model de Nespresso? Donc le modèle d'affaires de Nespresso, c'est faire de la pause café un moment. Faire de la pause café un moment magique. Nous, on était plus terre à terre. Oui, oui, mais... On a juste pensé que c'était un peu lier la capsule individuelle avec un produit et développer autour justement de l'individualité du café. Voilà, hein, ok, donc capsule, individualité, luxe. Mais déjà, quand on vous entend parler, il n'y a pas de modèle de revenu. On ne sait pas vraiment comment, à part le fait que ces capsules sont vendues, peut-être, mais on ne l'a pas dit explicitement. Mais les définitions sont un peu différentes. Sobriété, luxe, qu'est-ce qu'il y avait encore tout à l'heure? Le moment magique à la pause café, Cluny. Ok, on va garder ça, donc un peu de mélange. Mais je vais vous poser une autre question. Qui a parlé avec son voisin? Qui a été actif pendant ces 2 minutes? Yeah, ok, merci. Qui a écrit quelque chose? Ah, 3-4 personnes. Qui a peut-être dessiné quelque chose en disant capsule ou Georges Clooney? Non, personne n'a dessiné. Ok, alors je vais vous expliquer, mais c'est normal. Hein. Comment est-ce que généralement on parle modèle d'affaires dans les entreprises, y compris, et je vais dire de façon plus générale même de stratégie dans les entreprises. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Et c'est pour éviter ce phénomène de blabla qu'on s'est dit, qui dit blabla, dit que justement, comme on n'a pas un langage pour définir les choses, ah ben alors on est dans ce phénomène-là. Ok, toi tu parles, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était sobriété, lui il parle de luxe, lui elle parle de Cluny, elle parle de la pause. Donc on est en train de se parler comme ça. Donc on s'est dit, mais non, c'est pas, et c'est vraiment une situation très concrète. Hein. Vous pouvez faire ce test dans les entreprises, alors que si vous demandez dans une entreprise que c'est un bilan, la plupart des gens partagent le même avis. Donc ici on s'est dit, il nous faut un langage commun. Et donc on est parti avec ce langage commun. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish,
the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Voilà, donc des mots relativement simples, d'accord. Tous ces composants sont un peu intégrés les uns dans les autres, donc si on retire ça, voilà, on a ce canevas. Et ce canevas, ça va être notre vocabulaire. C'est simple à comprendre. Hein. Client, ouais, tout le monde, c'est les gens qui nous achètent des trucs. Proposition de valeur, c'est un mot un peu pompeux pour dire produit offert, service offert. Revenu stream, c'est la façon dont je génère de l'argent pour l'entreprise. Pas nécessairement pour faire un grand profit, hein, ça peut être une entreprise à but social, et il faut juste qu'elle garantisse qu'elle couvre un peu ses coûts. Voilà, ça c'était le modèle. Et ce modèle, hein, ce canevas, est resté depuis le début en Creative Commons License, c'est-à-dire c'est gratuit, on peut le descendre, vous pouvez tous le descendre, vous pouvez mettre votre nom dessus, vous pouvez modifier les blocs, vous pouvez tout faire, on vous demande juste de laisser, a été créé par Business Model Foundry ou Generation. C'est tout. Sur notre site, il a été descendu 6 millions de fois, 7 millions de fois, mais comme il peut être reproduit partout, traduit dans toutes les langues et tout ça, ben voilà, c'est l'impact, c'est le fait que c'est une sorte d'outil maintenant, ce qu'on voulait, hein, un langage commun pour les entrepreneurs, donc vous voyez ce truc-là dans tous les incubateurs, accélérateurs du monde, ou bien dans certaines entreprises, parce qu'il a été fait pour les gens du campus. Au départ, c'était mon obsession, c'était d'aider ces gens. Maintenant, il s'est répandu partout, mais c'était pour eux. C'était pour dire, tu sais, un langage commun que même un ingénieur peut comprendre. Il y a des gens de l'EPFL ici, c'est-à-dire qui n'ont pas la passion nécessairement du management, mais qui ont la passion du produit qu'ils aimeraient bien offrir aux gens. Et donc, je vais leur dire, tu sais, c'est pas trop grave, dis-moi qui sont tes clients, dis-moi les canaux, etc. Voilà. C'était ça au départ. Mais il se fait que depuis 3-4 ans, ça a été adopté par ces grands monstres-là. Et ça, alors pourquoi, ça je ne sais pas, ça reste un mystère pour moi, parce que ces grandes entreprises ont tous les modèles sophistiqués du monde, les McKinsey et autres, pourquoi est-ce qu'ils vont chercher un truc rikiki comme ce machin-là avec 9 marques? Mais bon, ça c'est leur choix. Et juste un exemple, j'en prends un parmi tous ceux-là, Mastercard, d'accord, là on a formé il y a 2 ans 1000 personnes pour eux. C'était des développeurs de produits, des gens qui créent des produits financiers pour eux. Et le gars ici, hein, le Chief Product Officer, voulait que ces gens comprennent la grande image, dans quoi ça s'insère un produit qu'on est en train de créer, pas nécessairement parce qu'ils vont changer le modèle, mais parce qu'ils doivent s'insérer dans un des business models de cette société-là, et ainsi de suite. Mais ça a aussi été utilisé par un tas de petits entrepreneurs, très petits, social business, en Indonésie, en Inde. Donc c'est vraiment un langage, c'est tellement bête que même une pêcherie en Indonésie a des clients. Un canal doit avoir une ressource ou doit avoir des savoir-faire. Alors moi je vais l'illustrer parce que je vous ai demandé Nespresso. Maintenant on a un langage pour définir le luxe, le machin et tout ça. Donc on va le faire rentrer dans les cases. Ça c'est assez amusant. Hein. C'est un monstre, Nestlé, qui crée une start-up. Depuis elle ne l'a plus beaucoup fait. Hein. Donc, à l'époque, voilà, ils sont là, ils sont excellents à l'exécution, ils font ça pour des milliards, et puis ils vont créer une start-up en quelques années. Vous allez voir, ça va durer assez longtemps.
Et donc, quel est le business model? Même question que je vous ai posée. Ben, avec mon outil, ça va être la chose suivante. Ah, dans cette proposition de valeur, c'est offrir le meilleur café possible à la maison. Aussi bon que dans le bon café à Rome, chez Genio, on va le revoir. Dans cette proposition de valeur, il y a deux produits. Il y a d'une part des machines qui visent les ménages, parfois les bureaux, okay, et ils atteignent ces gens-là. Donc le canal, c'est essentiellement les grands distributeurs. D'accord? C'est Coop, c'est Globus, et tout ça. Okay. Et puis, il y a un revenu qui va venir des machines. Mais ça, il faut comprendre dans ce modèle d'affaires que ce revenu n'est pas tellement pour Nespresso. Il est en fait pour ceux qui vont fabriquer les machines. Parce que Nestlé, c'est une société de nourriture, ce n'est pas des gens spécialisés à faire des machines. Donc, ils ont délégué à Turmix, Bosch, Moulinex et autres. Et puis, voilà, ça, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie dans ce modèle d'affaires, et je change de couleur pour qu'on le voit, qui sont les capsules. Ah, une première chose, c'est que les détaillants n'ont pas le droit de vendre du café. D'accord? C'est eux qui le vendent. Au départ, c'est par correspondance, soit de courrier, soit de téléphone. Puis en 2000, quand le e-commerce arrive, ça va être à travers le site web. Et puis quelques années plus tard, ils vont lancer des magasins physiques que vous connaissez à Saint-François, où on boit du café et plutôt que de le payer 3 francs, on le paye 8 francs parce que c'est le luxe et ainsi de suite. Bon. OK. Il y a un revenu qui vient de là. Je vais vous donner un chiffre dans un instant. C'est un revenu récurrent. Chaque fois que vous voulez boire du café, il faut payer 50 centimes, hein, plus ou moins. Et ici, dans la relation client, qui est la nature de la relation avec, c'est bien sûr un produit émotionnel, d'accord? C'est « Ah, vous êtes membre du club Nespresso, vous êtes reçu avec des serveurs en livrée à Saint-François, donc on vend ce café comme on vend du chocolat de luxe ou bien éventuellement des montres. » Mais c'est aussi ce qu'on appelle un lock-in, c'est-à-dire que quand vous êtes à la machine, « Ah, il faut utiliser mes capsules. » Ça a un peu changé, je vais dire pourquoi, mais il y avait des brevets, il y a 200 brevets qui protègent la façon de percer une membrane, l'aluminium, le machin. Donc, comment on travaille tout ce concept de machine et de capsule? D'accord? C'est protégé. Donc, il y a une ressource intangible qui protège ce mécanisme de dire, tu veux boire du café, tu prends. Si tu veux boire un autre café, tu changes de machine alors. Bon, ça, c'est compliqué. Il y a d'autres sources, hein, notamment, il y a des usines. Alors, quand j'ai un public non suisse et je demande combien d'usines, fais un guess. Alors, 15 à peu près, 10, ou... il n'y en a qu'une. En fait, ils sont sur 3 implantations, mais c'est Avenches, Romont, Or, donc ça se tient sur 30 km. D'accord? Donc, toutes les capsules partent. Combien par jour? Des millions. Combien par année? Des milliards de capsules qui quittent Or, Avenches ou Romont. Ils ont d'autres choses. Bien sûr qu'ils ont la maîtrise du café. Ça, c'est une ressource clé qu'ils ont. Et pourquoi? Ben parce que c'est Nestlé, ça, ils savent faire avec Nescafé depuis très longtemps. Donc, ils ont accès aux cultivateurs et autres, ils les forment, ils encadrent la famille. Là, ils savent faire. Et ils ont des partenaires qui sont et les machines, les fabricants de machines et des producteurs de café. Qu'est-ce qu'ils font quand on a une ressource? On fait des choses. Ça, c'est ce qu'on a appelé les activités clés. Alors, oui, ils produisent les capsules. Il faut faire ça. D'accord? Il y a plein d'employés ou des robots qui font, mais il y a des gens qui doivent faire le travail de préparer les capsules. Il y a Cluny. Cluny, ça coûte cher. C'est le marketing. Il faut faire ça aussi. C'est une deuxième activité qui explique ce modèle. Et la troisième chose, quand je dois envoyer en accès direct des milliards de capsules à des ménages qui sont dans tous les coins du monde, c'est une sacrée logistique. Donc cette activité, si vous voulez comprendre le fonctionnement un peu caché de Nespresso, il faut dire la logistique, c'est incroyable de sophistication. Il faut envoyer des capsules dans 170 pays et ça ne suffit pas de les mettre chez un distributeur, il faut les envoyer par la poste ou bien par courrier spécial dans des maisons individuelles. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu et tout ça a un coût. C'est ce qu'on a appelé dans la petite vidéo la structure de coût. Il y a des coûts de production, des coûts de marketing, Cluny, et puis des coûts de logistique assez importants. Voilà. Donc ça, c'est le modèle d'affaires de Nespresso. Alors maintenant, on peut raconter l'histoire un peu différemment. Ah, le luxe, où il se retrouve? Ah ben le luxe, on l'a mentionné. Hein, tout ça, c'est une relation de type assez luxe, machin. La partie Cluny, oui, la partie Cluny, c'est des activités, mais surtout un coût. Et puis la pause, bah oui, c'est le fait que ça permet d'éventuellement faire ça pour plutôt les bureaux, la pause, c'est moins les ménages. Ça, voilà. Alors, ce monde-là a changé Nespresso, cette petite start-up au départ. Au départ, c'est rikiki, hein. C'est tout petit à l'échelle de Nestlé, maintenant c'est gros. Mais ils ont changé le modèle d'affaires de façon générale. Vous pouvez imaginer il y a 15 ans, une famille suisse dépensait 100 francs pour son café à la maison. Maintenant, elle dépense entre 600 et 800 francs.
6 fois plus, uniquement parce que Nespresso a fait un tel battage, a eu le succès, c'est tellement pratique à faire et tout ça. Donc, ils ont transformé avec une petite start-up au départ, et on va voir le fondateur dans un instant. Donc, 5 milliards cette fois-ci, à peu près maintenant, hors de grandeur, avec une seule ligne de produit. Il y a très, très peu de sociétés qui ont ce genre de choses. On fait 5 milliards dans beaucoup d'entreprises, mais avec 36 000 produits. Ici, il y a un produit, c'est les capsules pour faire ça. Donc, c'est gros, c'est plus une start-up, donc c'est quelqu'un qui exécute bien et qui a créé quelque chose de plus ou moins original en son temps. Mais, et c'est ça qui est intéressant, ce n'était pas le premier modèle de Nespresso. Il y a quelque temps, dans la fin des années 70, début 80, Eric Favre, qui est le fondateur, qui est l'inventeur de la capsule, il essaye de mettre au point un sachet plutôt que de mettre du thé, de mettre du café. Et ça ne marche pas parce que le café perd vite sa saveur. Donc il essaye 36 trucs, ça ne marche pas du tout. Donc il dit, je vais en Italie, je vais un peu voir comment ils font du café. Il tombe chez Eugenio et puis il va nous dire. Bonne question. Alors M. Eugenio avait encore ces vieilles machines classiques à 4 pistons. Et on ne pouvait pas tellement le déranger parce que pour préparer un seul café, il n'abaissait pas qu'une fois le piston comme tout le monde, mais il le relevait 3-4 fois. C'est un véritable chef d'orchestre. Et petit à petit, Anna a su lui poser des questions. Mais pourquoi ça coule mal, comme tu le dis? Mais en fait, je vois toujours couler du café. Vous pouvez penser que j'ai visité avec elle plusieurs fois ce lieu à des temps différents pour percer le mystère. Et tout à coup, j'ai trouvé, en fait, bien sûr que le café est important, bien sûr que l'eau est importante, bien sûr que la qualité de la machine était importante, mais chaque fois que Eugenio relevait son piston, il arrêtait le flux, bien sûr, mais en même temps, il attirait de l'air dans la capsule. Et là, c'est l'invention. L'invention, vous ne la faites pas sur place, vous la faites à un autre moment, parce que ça se fait dans votre tête. Donc ça, c'est le produit, c'est la recherche et développement, et puis il a eu l'intuition de ce truc-là. Et donc, il met tout au point, début des années 80, voilà. Il signe un accord avec Turmix, un fabricant de machines, il dépose des brevets, il a accès au café à cause de Nestlé. Il vise plutôt peut-être les bureaux que les ménages au début, mais enfin, c'est plus ou moins la même chose. Mais Nestlé est une société B2B, c'est-à-dire qui vend à d'autres. Il n'y a pas des magasins Nestlé dans le monde. Vous trouvez les produits Nestlé à la Coop, Buitoni, Nescafé et autres. Et donc, il se dit, je reprends un peu le même modèle. Donc, il va utiliser un canal de distribution de type B2B. Il va vendre ces capsules à un joint venture qu'il va faire avec un fabricant et il va dire, by the way, tu vends tes machines, vends mon café aussi. Tu rentres dans les sociétés qui vendent de l'électroménager et tu vas vendre mon café par la même occasion. En 87, cette société qui est une petite start-up, vraiment petit, mais par contre Nestlé a des grandes poches, donc il réapprovisionne un peu, il finance un peu, va être au bord de la faillite. On leur donne 1 mois pour dire, si dans 1 mois tu n'as pas vendu 100 machines, c'est fini, j'arrête de donner de l'argent. Là, ils vont changer de CIO, Gaillard va arriver et il va reprendre le modèle, il va inventer le modèle d'affaires, donc il va créer le modèle d'affaires qu'on a vu tout à l'heure, celui où il y a des capsules, il y a les accès directs. Ah, ça c'est le gros changement, un accès direct, une protection, c'est-à-dire c'est moi qui vends les capsules parce que moi je peux t'expliquer ce que ce café, tu ne vas jamais goûter du café aussi bon que ça. Il va rentrer en relation directe avec ses clients et c'est ça qui va faire du succès, puis ça va démarrer. Juste pour la petite histoire, parce que vous le savez, vous, parce que vous êtes en Suisse, c'est que ça n'a pas été... l'histoire n'est pas finie. Et notamment, il y a 3-4 ans en arrière, peut-être 5 ans pour certains brevets ont été échus. Ah, donc les gens se sont dit, il y a des millions de machines, moi je fais une capsule 10 centimes de moins que Nespresso, on va me l'acheter mes capsules. Et maintenant, vous avez 20 ou 30 sociétés qui vendent des fakes. Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle est un peu... Ah oui, mais s'il y a de plus en plus de fakes sur Nespresso, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils pourraient tout d'un coup perdre le marché et perdre leur X milliards de type grosse entreprise maintenant? Et celle-là, elle est intéressante. Ça, c'est Ethical Coffee. Vous savez, elle a été créée par qui? Le CIO de Nespresso, qui était un peu fâché et tout ça, qui a dit « Ah, moi, je vais y aller. Je sais que certains brevets sont échus. Ah, on lance, et puis il va lancer ces trucs en plastique. » OK. Donc maintenant, que fait la réaction de Nespresso? Ça a été, d'abord, je vais en justice. Je vais essayer de te torpiller. Tu as une petite start-up, tu n'as pas beaucoup d'avocats, on y va. Grosse artillerie, mais ils ont perdu sur pas mal d'endroits. En France, non seulement ils doivent laisser venir les fakes, mais en plus, 3 ou 6 mois avant de lancer une nouvelle gadgeterie dans leur machine, ils doivent donner les plans à leurs concurrents
parce qu'ils avaient une position dominante, et donc on leur dit « Hey, pas tout seul, tu joues avec d'autres ». Et donc voilà, donc il y a parfois des... Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent avec un portefeuille de nouvelles initiatives, en espérant peut-être réduire le risque. Qu'est-ce qu'ils font? Alors ici, ils visent maintenant le marché professionnel hôtelier restaurateur, nouveau pour eux. Aux États-Unis, il y a 3% des gens qui prennent des petits cafés. Il y a 97% qui boivent des grands cafés. Ben maintenant, ils sont en train de lancer Virtuoline, une machine qui fait des grands cafés, mais avec beaucoup de mousse au-dessus. Ils ont dû changer la technologie. C'est la centrifugeuse dans la capsule plutôt que passer à travers. Ça, c'est du thé, Specialty Machine. Ah, ça, c'est vraiment comique. C'est un autre business model. C'est Dolce Gusto, une société à l'intérieur de Nescafé. C'est une machine, capsule qui fait du café. Ah, ils font la même chose. Ah oui, mais les capsules sont moins chères, donc on vise une autre cible client. On trouve les capsules dans les grands magasins et pas en vente directe par le site web, par les magasins Nespresso. Et puis, ah oui, ça c'est... on revient juste en arrière un tout petit peu. Ici, ce qui est assez comique, celle-là, celle qui est dans le coin tout à fait qui va apparaître ici, ça c'est une machine, des capsules pour faire du lait pour bébé, d'accord, pour arriver dans le biberon. Et puis récemment, le mois passé, ils viennent de racheter Blue Bottle, qui est une sorte de Starbucks californien. Donc ils sont dans le monde du café, ils voient le café assez objet de luxe, mais ils sont en train d'étudier et de voir si c'est possible de compenser ce qu'on risquerait de perdre avec les faits qui vont arriver. Voilà. Ici, en fait, on va jouer un petit jeu. Je vais vous présenter... Qui connaît Tesla? Bon, okay. Vous connaissez en tout cas de nom. On va essayer de faire le business entre nous, de dire, tiens, c'est quoi le modèle d'affaires ou le modèle économique de Tesla? Mais je vais vous donner quelques informations. Écoutez bien, parce qu'il faut... Tout va reprendre une place dans les 9 blocs. Donc, ça a été créé par Martin Eberhard, après investi par Musk. Ça, c'est son première idée, de faire un roadster, une voiture de luxe, c'est-à-dire une Porsche électrique. Ça, c'est son rêve. Il vient de divorcer, et en Californie, quand on divorce, c'est qu'on a les moyens, on s'achète une Porsche. Mais il était électricien, il dit, ça me fait mal de mettre de l'essence dans ce truc-là, et 20 litres par 100 km, donc je veux une voiture électrique. Et il part avec cette idée-là en 2003, hein, et il sort la première en 2008, et puis celle-là, c'est celle que vous voyez en Suisse, plus ou moins, Model S. Alors, ça, c'est une voiture électrique de sport. OK. 2, c'est une voiture connectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez accéder à Internet de votre voiture. OK, ça, on peut le faire avec le téléphone. Oui, mais c'est aussi une façon de mettre à jour votre voiture remotely, c'est-à-dire à distance. Donc, on peut changer le programme d'auto-guiding, auto-parking, auto-driving. Ils ont récemment, en Floride, changé le range d'une voiture pour passer de 400 à 600 km en réduisant la puissance pour faire en sorte qu'on peut aller plus loin de la tornade. Ça, on peut faire. 3, on peut s'arrêter sur la route. Si vous avez été à Martigny, vous avez vu ça. Et on charge, et c'est gratuit. Ça l'était en tout cas jusqu'à peu. Dans certains pays, ça vient de changer. C'est connecté. En 20 minutes, vous rechargez la voiture et vous pouvez rouler de nouveau 200 km. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un chargement rapide. Voilà, ça c'est la couverture États-Unis. Chez nous, ça commence à s'étendre. En Suisse, c'est pas mal. Et on ne vend pas ces voitures dans des garages, mais on vend ça dans des magasins. Donc, c'est dans des centres commerciaux. Ici, c'est au Flon. À Zurich, c'est dans une rue commerçante. Et on rentre dans le magasin. Je veux celle-là. Oui, OK, viens la chercher. Voilà. Ou bien, on fait sur le web. Et on fait une partie du travail sur le web. OK. Ils ont leurs propres usines d'assemblage. Ils en construisent une nouvelle que pour les batteries, c'est Gigafactory qu'ils font en joint venture avec Panasonic, donc ils ont un partenariat. Ils vendent aussi des groupes motopropulseurs, c'est-à-dire le châssis, les roues, le moteur, à d'autres sociétés qui font des voitures. Et les brevets, l'année passée, ça c'est le patron maintenant, ils les ont ouverts à tout le monde. Ils ont dit, je ne protège pas ces brevets. Tu veux l'utiliser pour faire des voitures électriques, va regarder comment je fais. Vous avez tout ça en tête? OK. Alors maintenant, je vais vous demander de faire le modèle d'affaires de Tesla. Donc, vous allez recevoir des canevas et vous allez travailler. Mais pour vous aider, à l'intérieur, il y a des étiquettes autocollantes. D'accord? Donc, vous prenez une étiquette et vous le mettez au bon endroit. Donc, en 5 minutes, c'est possible de faire le business model de Tesla. De le reproduire, évidemment. Ce n'est pas de le créer. C'est eux qui ont fait ça pour nous. Okay? Donc, on va en recevoir 1 pour 2 personnes. Et normalement, en 5 minutes, vous arrivez à faire ça. Donc, 1 pour 2 personnes ici.
Ok, on arrive au bout, je crois que la plupart des gens ont saisi un peu. Pour moi, c'est une façon très rapide de visiter un peu c'est quoi un client, un canal. Alors, regardez. Donc, la voiture est fortement connectée, ça fait partie de la proposition de valeur, ça c'est clair. À qui offre-t-on ça? Ben, apparemment, les gens plutôt fortunés qui sont prêts à dépenser 100 000 francs pour une voiture. C'est quand même une certaine classe de la population. Ok, 2 canaux, c'est soit le site web qui est soit pour commander, discuter avec les gens, c'est plutôt le magasin. Donc ça, c'est 2 canaux, accès direct aux clients. Donc ce n'est pas une société qui va passer par des vendeurs de voitures. D'accord? Ils sont focalisés là-dessus. C'est leurs clients à eux qui veulent toucher en direct. Et la relation, comme tous les produits de luxe, est émotionnelle. D'accord? Quand on achète une Porsche, oui, bien sûr, c'est parce que j'aime rouler vite, mais c'est aussi, wow, ça me fait plaisir de rouler en Porsche. Donc cet aspect marque, émotion, comme on l'a dit même pour le café un peu tout à l'heure, dans une autre gamme de prix, bien sûr, c'est clairement présent dans la relation client. Et puis, ces clients vont générer un revenu, c'est la vente des voitures. Ce n'est pas un abonnement, ce n'est pas ceci. Pour le moment, ils vendent des voitures. C'est un modèle assez classique de vente. Il y a une deuxième proposition de valeur, et certains groupes l'ont vu ici, on peut recharger sa voiture. Eh bien, c'est une offre, donc. C'est un service qu'on offre, c'est une proposition de valeur pour le client. Donc ça, c'est là. Mais par contre, pour cela, on ne doit pas s'arrêter dans les magasins pour charger. Non, non, on s'arrête sur la route. Donc les bornes blanches et rouges que vous avez vues, ben, c'était une façon de joindre le client. On s'arrête, 20 minutes, on recharge. Mais il n'y a pas de revenu généré. D'accord? Donc pour cette proposition de valeur ici, il n'y a pas de revenu, c'est zéro. Mais vous êtes habitué à ça. Google, c'est gratuit pour vous. Il y a quelqu'un d'autre qui paye, c'est les annonceurs. Ici, ben voilà, ils ont dit que c'est un service annexe que vous pouvez avoir à disposition. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils ont en partie gauche? Ils ont des usines, on l'a vu. Ils ont les canaux, le canal, les chargeurs. Et ils ont dû, c'est pour ça que c'est tellement important, ils ont dû voler, écoutez-moi, voler des ressources humaines. Ils ont volé des ingénieurs, ils ont volé des managers, parce que ce n'était pas possible d'engager des jeunes EPFL comme vous pourriez aller travailler chez VV ou bien chez Audi, parce que vous n'avez pas l'expérience. Or, eux, c'était une start-up, zéro expérience en construction de voitures, et donc il fallait des gens qui tout de suite soient capables de faire des chaînes de montage, créer des voitures et autres. Donc ils se sont dit, bon, on va aller les chercher où ils sont, Daimler, Toyota. D'accord? Et puis on va essayer de faire des offres pour les attirer, et dire, tu sais, challenge de ta vie, tu crées une nouvelle voiture, une nouvelle chaîne de montage, une nouvelle ceci et tout ça. C'est parti. Quand on a des objets, on fait des choses, donc ça c'est le modèle traditionnel. Je dois concevoir des véhicules, je dois fabriquer des véhicules, je dois distribuer des véhicules. Okay. Et puis ça a un coût, c'est plus ou moins les coûts de fabrication et de distribution, ça c'est assez usuel. Et ils ont des partenaires. Dès le début, ils ont signé une joint venture avec Toyota et Mercedes pour mettre au point les powertrains, donc faire une recherche commune et tout ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Toyota mettait au point la RAV4 électrique et donc ça les intéressait de travailler ensemble. En 2003, personne ne savait faire des voitures rapides pour rouler. Et puis avec Panasonic, c'était pour les batteries, pour aller chercher l'expertise batterie. Plutôt que de tout développer en interne, ils ont dit on va le faire ensemble. Et on va voler une partie de l'expérience et tout ça. Donc ça, c'est le modèle B2C, comme on dit, Business to Consumer. Donc ils ont un contact direct avec les gens qui achètent des voitures. Mais ils ont décidé, depuis le début, qu'ils pouvaient vendre des trucs tout prêts, sans la carrosserie, sans l'habillage, à d'autres sociétés. OK. Donc ils ont d'autres aspects. Ils vendent, donc ils ont une autre proposition de valeur, mais qui est pour des entreprises, et notamment ces fabricants automobiles, en particulier, ça a été Toyota pendant un certain temps, d'accord, qui génèrent de l'argent, donc ils ont un revenu, quelques dizaines de millions qui venaient chaque année de cette activité business to business. Et bien sûr, la relation n'est pas du tout émotionnelle avec ces gens-là. Hein. Quand on négocie avec le chef des achats ou le chef des ventes, on y va et c'est une négociation commerciale. Donc c'est basé sur la coopération, la collaboration, la négociation, que sais-je. Mais l'année passée, les deux parties, donc et Tesla et Toyota et d'autres, se sont dit ouais, c'est plus vraiment nécessaire, maintenant je sais comment faire des véhicules électriques, des powertrains et tout ça. Donc, ils ont changé leur modèle. Donc, ils ont arrêté de faire ça. Ça générait quelques dizaines de millions. Ils se sont dit, je vais compenser par le fait que j'ai de plus en plus de clients qui achètent mes voitures. Ça, c'est le raisonnement de Tesla. Et les autres, je sais comment faire. Je suis moins intéressé par les partenariats. Donc, ils ont enlevé tout ça. Voilà. Et ça, c'est le modèle de nouveau. Donc, vraiment focalisé sur le client terminal. Deuxième évolution. Mais troisième évolution,
vous avez peut-être vu ou dans le journal, ça avait été annoncé dans le temps, je crois il y a 1 an à peu près, c'est qu'ils ont acquis, ou ils ont fait la fusion avec SolarCity, qui est une société qui met des panneaux solaires sur le toit. Ils ont par ailleurs la batterie grosse capacité qu'on peut mettre chez soi. Donc le soleil vient, il charge la batterie la journée et il charge la voiture la nuit. C'était le modèle un peu de cercle vertueux que Musk avait en tête. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont changé une 3e fois leur business model. Ils ont ça dans la proposition de valeur, c'est à peu près pour le même type de client, même segment de client, même cible client, ça génère un revenu correspondant. Et voilà plus ou moins le modèle à la date d'aujourd'hui. Okay, donc on a un petit outil pour parler du modèle d'affaires d'une entreprise. On vient de le faire 2 fois. Moi, je l'ai fait pour Nespresso et vous l'avez fait pour Toyota, pour Tesla assez facilement, mais bien sûr avec mes sticky notes. Donc l'étape suivante, ça serait sans sticky notes. Comment on peut imaginer une start-up de rien? Alors, c'est une société qui a été considérée comme innovante par son modèle d'affaires et par sa technologie. Il continue à être le numéro 1 aux États-Unis, à peu près 3000 et demi véhicules. Okay. Dans le monde, ce n'est pas eux. Hein. Dans le monde, c'est Nissan Leaf qui est le premier, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et alors ça, c'est spectaculaire. L'année passée, ils ont vendu 400 000 voitures en 10 jours. Et ce n'était pas des ventes, t'es intéressé, oui, non. Non, non, tu déposes de l'argent pour confirmer ta commande. Et cette voiture risque d'arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'était en 2016. Ils commencent seulement à les livrer maintenant sur le marché américain depuis le mois de juillet. Et ils doivent en livrer des centaines de mille. Ce n'est plus une start-up à ce niveau-là. Quand on fait 3000 voitures, on peut encore dire « ouais, ok, on fait ça dans son garage un peu vite fait ». Enfin, ça peut encore être un peu bricolé. Mais à 300 000, c'est plus possible. Donc maintenant, ils sont confrontés à être ambidextres. Ils ont commencé à droite, contrairement à Nestlé qui a commencé à gauche, qui a généré Nespresso. Ici, c'est une start-up. Ils ont bien fait tout le travail de droite. Et maintenant, ils doivent montrer à leurs investisseurs et tout ça qu'ils doivent survivre et qu'ils doivent faire bien. Ils commencent à avoir des retours de véhicules. Ils ont des défauts sur certains véhicules. Ils doivent envoyer 300 000 voitures dans le monde. Et voilà. Donc, c'est devenu une société qui doit démontrer, elle ne l'a pas encore fait, qu'elle peut être ambidextre, bien faire l'exécution, et elle a bien fait sa création. C'est sûr qu'on en a beaucoup parlé, et puis elle a créé un véhicule, et tout le monde court derrière. Hein. Moi, j'ai fait une formation chez BMW, donc c'est au centre de recherche. Les gens de BMW ont été sur le cul d'imaginer qu'on pouvait faire une voiture sans expérience automobile. C'est le cas. Hein. Tesla, c'est une start-up sans compétences antérieures, d'une certaine façon. Voilà. Alors, on va changer un peu de monde. Vous connaissez le vocabulaire. Chercher, créer, faire preuve de créativité quand on conçoit un modèle d'affaires, c'est une activité. Mais là, on s'arrête, 2 minutes. Je vais faire un exercice qui va durer exactement 1 minute. À l'intérieur des feuilles que vous avez reçues 2 papiers comme ça. Chacun en prend un, et si vous n'en avez pas, on en a d'autres. Tout le monde a un papier comme ça en face de lui, ça va aller très très vite, 5 secondes. Vous allez dessiner une petite maison. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Vous donnez votre feuille à votre voisin qui va avoir une deuxième mission en 5 secondes. Écoutez bien. En 5 secondes, vous allez décorer la maison ou l'extérieur de la maison. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Vous rendez la feuille à celui qui l'a dessinée initialement. Maintenant, vous vous levez et vous montrez votre maison à 5 ou 10 personnes autour de vous. Faites ça maintenant. Vous les montrez. Vous regardez à quoi sert la maison. Vous allez m'expliquer pourquoi toutes les maisons sont comme ça. Un carré, un triangle. Alors, je sais qu'on est en Suisse, les chalets suisses, mais il y a des maisons qui ont des toits plats. Les Esquimaux, ils ont des maisons rondes. En Asie, il y a voilà, il y a 1 ou 2 créatifs dans cette salle. Mais donc, OK, ça fait 2. Mais donc, tout le monde a dessiné un carré, un triangle. Et ça, bien sûr, ce n'est pas de la créativité, parce que souvent, la créativité, c'est faire un peu différemment de l'autre, parce que si on fait tous la même chose dans le business, on va se disputer sur les prix, et on va toujours faire descendre les prix, et puis on va se faire la bourre, mais seuls les très, très gros vont gagner. Donc, créer, c'est faire preuve de un peu penser pas tout à fait comme les autres, de ne pas nécessairement faire un carré et un triangle pour une maison, mais d'essayer d'imaginer une maison plus haute, plus basse, ronde et tout ça. C'est ce qu'on appelle, donc voilà, en 5 secondes on a fait ça. Donc maintenant, que veut dire créer un business model? Il y a 2 activités, c'est concevoir et tester. Concevoir en premier, c'est comme l'architecte fait des maquettes, hein, fait des maisons.
Donc, c'est envisager des alternatives. Et ça, c'est un métier difficile, hein, de convaincre un jeune chercheur de l'EPFL qui a travaillé pendant 6 ans sur sa thèse, qui a un truc, et dit « je vais vendre ce machin-là », et lui dire « il y a peut-être d'autres solutions, est-ce qu'on ne peut pas élargir, est-ce qu'on ne peut pas imaginer bundler ton produit avec un autre ?» et tout. Donc voilà, ça, éviter de tomber amoureux. Et regardez, même Nestlé, hein, qui maintenant est successful, oui, mais ils ont essayé déjà 3 modèles avant d'y arriver. Le problème, c'est qu'ils ont mis 15 ans pour y arriver. D'accord? Et ça, il faut tenir le coup, hein, il faut payer des gens pendant 15 ans à rien gagner. Ah ouais, d'accord, une start-up, c'est pas nécessairement, elle n'a pas toujours ça devant elle. Donc on aimerait bien travailler de façon un peu plus efficace. Et la formation d'entrepreneuriat, c'est ça, c'est-à-dire il y a moyen de, dès le départ, ouvrir le jeu et de refermer plus tard. Donc, regardons un peu comment les architectes travaillent. Alors j'ai pris lui, vous le connaissez, donc Frank Gehry, il a fait le Guggenheim Museum, et il a fait notamment cette maison-là, hein, qui est la Fondation Louis Vuitton à Paris. Alors, quand ils travaillent là-dessus, comment son bureau travaille? Ils font des sketchs, ils font des esquisses, ils font des plans. C'est normal, c'est le métier de l'architecte. Ils font des maquettes. Alors ça, j'ai pris les 3 dernières à peu près, mais ils en ont fait 40 en tout. Petits, grands, moyens, différents, des formes différentes, des matériaux différents. Et ils font beaucoup de simulations par CAO, conception assistée par ordinateur. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi en management, ils ont... Ah oui, tiens, ça c'est intéressant. C'est juste pour vous signaler, vous pouvez imaginer que la conception, le travail de réflexion de l'architecte, représente 20% du coût total de la construction. Donc des millions, hein, juste pour s'amuser, pour essayer, pour discuter avec les gens. Et puis il faut 80% pour construire ce truc-là. Okay. Alors voilà, ça c'est le bâtiment fini. Et je vais vous montrer, il a construit ça. Ça c'est la Business School de Cleveland. Et pendant qu'il construisait, il a été observé par Frank Colopy et Dick Boland, qui sont 2 professeurs de management, un science de la décision, Colopy, Boland plutôt MIS, et qui a dit « mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de la façon dont les architectes travaillent ?» Et ils ont inventé ce qu'on appelle ici le paradigme Managing as Designing. Gérer, ce n'est pas uniquement financer, ce n'est pas uniquement décider, ce n'est pas uniquement communiquer, financer. Non, c'est aussi créer des objets de gestion. Ce n'est pas des objets physiques comme l'architecte, mais créer un process, créer un service. Dans mon cas, créer un business model. La petite vidéo ici va en 2 minutes dire un peu la même chose. It was most stark with Frank Gehry, but one sees it in lots of other places. The basic idea is to have many models of the phenomenon that interests you, if it's a building, to have them at different scales, different kinds of models, models that feature various aspects of the thing under consideration. Now, in management, that has immediate and obvious applicability. If you accept that there aren't simple solutions to most of the problems that are really of interest to us in managing enterprises, then probably these are complex phenomena, and therefore multiple views of them will be useful. It's very tempting to say, if we could just get the right model, it's far more illuminating to look at a variety of models. First of all, I think we as faculty didn't appreciate the process that they go through of continuous refinement and continuous evolution and continuous change. So we would tend to see a model and think this was the design, as opposed to having the sensibility of being able to say, this is a direction in which this design is going to go, and we can only sort of fantasize what they're going to be able to do with this direction. I tell clients when I start that we're going to be in a liquid state for a lot of the time. In other words, information gathering, agonizing about program adjacencies, land use, materials, bureaucracies that we have to deal with. And during that period, we make a lot of study models, and some of them are pretty scary looking. When you show them to a client, they get pretty nervous. Like this is not resolved on I call them Shrek models. It's a Yiddish expression for making people nervous. I do that so they can follow the trajectory of my thinking, but it's not predictable. It's opportunistic. I push something here, and then I see something, and then I take that and I go. So I think of it as an opportunistic kind of process that evolves with the inputs that I'm getting from the client and the world around. The other thing is that if you freeze to an idea too quickly, you fall in love with it. If you refine it too quickly, you become attached to it, and it becomes very hard to keep exploring. Donc ça, c'est l'idée. Et c'est vraiment contraire à la mentalité de manager.
Même à HEC, on forme les gens à décider. D'accord? Donc on leur dit, voilà des modèles pour faire le marketing, la finance et autres. C'est très rare qu'on leur dise, avant de rentrer dans cette logique-là, on ouvre le jeu, on essaye de voir des choses différentes. Il y a deux populations très vulnérables de ce point de vue. C'est le jeune scientifique qui a travaillé 6-7 ans dans son labo, il voit qu'une chose, je vais vendre ma technologie, hein, grosso modo. Et les deuxièmes populations très très à risque, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, c'est les patrons d'entreprise. Parce que souvent, ils ont une idée, et comme ils ont des gens très bien autour d'eux, ils disent « réalise ce plan, vas-y, fais », et puis on fait le marketing, la création, etc. Donc c'est vraiment pas facile, ça semble évident, et pourtant c'est assez difficile à convaincre. Et donc pour nous, créer un modèle d'affaires, c'est une activité de design. Donc au début, il faut envisager des solutions possibles. Donc plutôt que de faire un canevas, on va essayer de forcer les gens à envisager d'en faire 2, d'en faire 3, de changer de modèle de revenu, de changer le canal, de changer le partenaire, d'avoir une ressource à l'intérieur, une ressource à l'extérieur, pour dire est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être plus efficace qu'un autre, soit parce que je peux réduire le risque, soit parce que je peux faire peut-être plus de revenus, ou couvrir mes frais si je suis dans une entreprise à but social par exemple. Donc ça, c'est le truc. Et donc, si c'est le cas, ben, il faut s'inspirer des designers. Alors, ça peut être un architecte ou ici, le designer d'objets. Hein. IDEO est une grande société de design qui a mis au point la souris pour Apple et tout ça. Et deux choses sont clés. C'est bien sûr le prototypage, d'accord, c'est ce qu'il dit ici, rapid prototyping, donc ouvrir le jeu, et l'observation client, la discussion client. Sans client, c'est difficile à savoir si le produit que je suis en train d'imaginer va être acheté, va être utilisé, va être à disposition. Donc, en gardant l'idée que faire des maquettes, ce n'est pas uniquement pour raffiner, mais c'est pour explorer des choses. Voir s'il n'y a pas un meilleur modèle que celui que j'avais imaginé dans un premier temps. Ça, c'est un peu l'enjeu du design. Et donc, on a développé des boîtes à outils, des techniques pour essayer de faire ça, avec des plans, des esquisses, de la CAO. On a développé des logiciels pour un peu aider les gens à faire des simulations de chiffres et de l'expérience client, sur lequel je vais revenir dans un instant, avec un message important. C'est le message de Glimpse à la fin de la vidéo. Éviter de tomber amoureux de sa première idée. Parce qu'on s'enferme et puis on reste dedans et on essaie de raffiner celle-là et on peut aller droit dans le mur. Et il y a des entreprises qui ont été dans le mur comme start-up très vite parce qu'ils sont enfermés dans une idée, ils ont levé beaucoup d'argent et boum, ça ne va pas bien. Et il faut quand même savoir qu'il n'y a que 5 ou 10% des entreprises start-up qui vont passer la première année. Donc il y en a quand même 90 qui sont dans une situation où ils sont tombés amoureux de leur première idée et puis ils n'ont pas été très loin. Alors, on va prendre, je vais faire un petit retour en arrière sur la notion de notation. Pour nous, il y a deux types de plans. Il y a le plan que je fais pour moi, c'est mon entreprise, on vient de le jouer. Et puis il y a le plan que je fais en pensant au client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, la proposition de valeur, le truc du milieu, là, dans le Canva, il faudrait bien comprendre le client pour faire. C'est comme ça que je vais arriver à créer un beau produit ou un beau service. Mais il y a un petit souci. Donc ça, on a vu plus tard. Au départ, moi, ça c'était ce que je voulais pour sous le campus avec Alex. C'est notre premier livre. C'était ce truc big picture de tout. Mais très vite, on s'est rendu compte que ça c'est un enjeu, que les gens souvent ils tombent amoureux de leur première idée, donc ils disent je vais vendre des voitures. Et donc on s'est dit il faut aider les gens. Et donc on a fait une sorte de zoom in et on a créé un deuxième objet qu'on va appeler le canevas de proposition de valeur pour essayer de faire le focus sur le client. C'est-à-dire de ne pas avoir un objet qui raconte l'histoire, comment je crée de la valeur pour l'entreprise, mais pour le client. Bien sûr, il faut les deux. Il faut créer de la valeur pour les clients pour qu'ils achètent, ou bien qu'ils viennent, ou bien qu'ils soient des bénéficiaires de mon service, et il faut ça. Donc c'est un peu un back and forth entre les deux. OK. Alors, il y a une chose, là, on a deux grandes techniques. Soit on demande qu'est-ce que tu veux comme voiture, ou bien qu'est-ce que tu veux pour boire du café. Mais là, il y a cette remarque. Si tu demandes 1 an ou 2 avant ce qu'ils veulent, les voitures c'était 5 ans avant, les gens ne vont pas arriver à dire « je veux une voiture électrique qui va très vite ». Donc c'est difficile. Par contre, il y a quelque chose qui peut peut-être aider, c'est plutôt s'intéresser à « je vais essayer de me mettre à sa place et voir en tant que client potentiel qu'est-ce que je fais ». Donc on va déplacer le focus en essayer de comprendre ce qu'il dit vers essayer de comprendre ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle le jobs to be done. C'est une théorie qu'on n'a pas inventée, mais qui est un concept qui n'était pas visuel comme le Canva ici, notamment par Tony Ulwick, qui est un développeur de produits, mais aussi par Clay Christensen, qui est un prof d'Harvard qui est connu pour Disruptive Innovation. Donc ils sont venus avec cette idée, essaye d'abord de comprendre ce que les gens font. Et je vais essayer de l'illustrer.
Just like you create value for your business with a business model canvas, there is in fact a tool to intentionally visualize, design, and test how you create value for customers. It's called the Value Proposition Canvas. The Value Proposition Canvas is composed of two parts, the customer profile and the value map. With the customer profile, you describe the jobs your customers try to get done. Jobs can be functional, like getting from A to B, social, like impressing friends and colleagues, or emotional, like gaining peace of mind. You highlight your customers' pains, which annoy customers while trying to get a job done. Pains are negative outcomes that customers hope to avoid, like dissatisfactions with existing solutions and challenges, frustrations, risks, or obstacles related to performing a job. And you outline customer gains, which describe how customers measure the success of a job well done. Gains are positive outcomes that customers hope to achieve, like concrete results, benefits, and even aspirations. Use the customer profile to visualize, test, and track your understanding of the people or companies you intend to create value for. It's a map that becomes clearer the more you learn about your customers. The second part of the canvas is the value map. With it, you list the products and services your value proposition builds on. You describe in which way these products, services, and features are pain relievers, how they eliminate, reduce, or minimize pains customers care about, making their life easier. And you outline in which way they are gain creators, how they produce, increase, or maximize outcomes and benefits that your customers expect, desire, or would be surprised by. The value map makes explicit how your products and services relieve pains and create gains. Use it to design, test, and iterate your value proposition until you figure out what resonates with customers. You achieve fit by creating a clear connection between what matters to customers and how your products, services, and features ease pains and create gains. Great value propositions target essential customer jobs, pains, and gains, and do so extremely well. Your customer profile may contain countless jobs, pains, and gains, but your value map highlights which ones you intend to focus on. But don't forget, an outstanding value proposition can still fail if your business model is flawed. Successful companies embed outstanding value propositions in scalable and profitable business models. Ok, donc c'est un modèle, je vais l'illustrer, mais on va moins s'étendre. Mais gardez en tête, le rond, c'est parce qu'on observe, on ne crée pas des clients. Ce n'est pas de la création, c'est de l'observation, de la discussion, faire des hypothèses sur leur comportement, okay, leur job, pain, obstacles et gains. Mais par contre, là, on fait le design. Là, c'est un choix. Ça, c'est de la création. C'est décider, ah tiens, pour atteindre ce job-là, je vais essayer de lui offrir telle prestation, ou pour réduire sa crainte, je vais offrir telle chose. Voilà, ça, c'est le canevas. Donc, c'est le deuxième. Alors, je vais l'illustrer avec Tesla, puis je vais vous laisser travailler un petit moment. Donc, si vous retournez le texte, vous avez le cercle et le carré. OK. Alors, quand il commence, hein, ça, c'est le roadster, c'est la première. Quelle était son obsession? Je veux faire une voiture électrique. OK, ça, il savait plus ou moins qu'il voulait faire. Mais il va commencer à se poser les questions. Qui sont mes clients? Ah, c'est des gens qui ont de l'argent, parce que pour dépenser 100 000 francs pour une voiture, il faut déjà des moyens. Donc, classe moyenne, supérieure et autres. Donc, ça, il sait. Mais il va commencer à rentrer dans la logique. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils craignent quand ils achètent ou quand ils pourraient utiliser une voiture électrique? Donc, le profil typique des clients, ah, ça c'est une chose, où en Californie, le premier job qu'il va avoir en tête, ces gens utilisent la voiture pour aller travailler, donc de l'ordre de 30-40 km peut-être. Donc ça, c'est son premier job qu'il a identifié. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un job social. Pourquoi? Parce que c'est un job, c'est... Hey, t'as vu dans mon garage que j'ai comme bagnole? Pas mal, hein? Voilà, donc c'est un peu transmettre cette idée d'image de luxe et tout ça, de montrer que j'ai les moyens de me permettre, que j'aime la mécanique et tout ça. Donc c'est un job aussi, c'est une façon, bien sûr, de se comporter dans la vie, de dire je fais ça aussi, je dois contribuer à mon image de marque. Et puis, il a vu que, oui, bien sûr, même s'ils n'ont qu'une semaine de congé par an, de temps en temps, ils prennent leur voiture pour les 300 km ou 400. Donc, il tient compte du fait que parfois, on roule plus que pour aller travailler. Donc ça, c'est les 3 jobs. Il y en a d'autres, hein, mais disons, j'en ai focalisé sur 3 ici. Donc ma question maintenant pour vous, c'est un peu d'imaginer quels sont, dans un premier temps, les craintes, les peines, les problèmes que quelqu'un qui est prêt à dépenser 100 000 francs pour une voiture, comme une Porsche, une grosse Mercedes ou que sais-je, a quand il fait ce genre de job.
Essayez d'imaginer deux, trois soucis qu'il pourrait avoir. Et je vous montre quel est l'état des voitures électriques de l'époque. Elle n'est pas de l'époque, mais à peu près, c'est ça. Hein? Donc une voiture à l'époque, c'est petit, ça roule 30 km puis ça tombe en panne, ou à peu près, voilà, et je ne peux pas mettre la famille derrière et tout ça. Donc ça, si vous gardez ça en tête, vous allez imaginer quels sont quelques soucis du client. C'est quoi? Essayez de prendre 2 minutes avec votre voisin. Essayez de me sortir 3-4 trucs qui peuvent vous chicaner si je dépense 100 000 francs pour une voiture comme ça. L'autonomie de la batterie, un deuxième problème. Autonomie de la batterie, un autre problème. Le temps de charge. Le coût de recharge éventuellement, hein, en disant, tiens, si je dois dépenser plus que de l'essence, c'est un peu bête. Le recyclage de la batterie éventuellement. Donc voilà, et donc ils vont imaginer, tout va être lié à la batterie. Mais c'est vrai, c'est la crainte d'une batterie vide, donc c'est-à-dire vous arrêtez sur la route, pas question d'aller au garage pour charger, enfin pour remettre de l'essence, c'est la nécessité de recharger souvent, c'est la longue attente, c'est peut-être le recyclage, je n'ai pas mis tout, hein, notamment je n'ai pas mis le fait que quand vous achetez ces voitures, surtout en 2003, 2005, 2008, ah ok, t'es un geek, toi t'as pris une voiture électrique pour t'amuser, tu fais le Jacques sur le campus, quoi, enfin un peu comme... D'accord. Et puis le manque de place, ça c'était l'obsession, parce que la petite voiture noire que je vous ai montrée, ben, on ne sait pas mettre de valise, on ne peut pas mettre quelqu'un derrière, donc ça c'était voiture électrique, petit et tout ça. Donc ça c'est la crainte des gens. Et puis il y a eu un peu des choses que les gens se disent, ah mais si j'avais ça. Si je dépense 100 000 francs pour une voiture, j'aimerais bien avoir les mêmes performances qu'une Porsche alors, ou qu'une Mercedes, ou enfin, je sais pas, une grosse voiture, que citer le nom. OK. Et puis, ah oui, mais je roule, qu'est-ce que ça veut dire effectuer long trajet? Soyons plus précis. Ben, moi, j'aimerais bien au moins qu'elle fasse 300 km avant de charger, sinon je ne peux pas aller à ma maison de campagne ou à faire le ski, ou je ne sais pas. D'accord? Donc, ils ont commencé à relever des espérances, des attentes clients de cette nature-là, longue. Ça, c'est très intéressant, celle-là. Ça, c'est ce qui va entraîner le fait de la connectivité, c'est-à-dire, imaginez, la petite voiture noire que vous avez achetée il y a 5 ans, elle roulait 40 km, elle s'arrêtait. Maintenant, elle fait 200 km ou 150. Donc, vous dites, sur 5 ans, l'évolution technologique a été super rapide. Donc, si je l'achète maintenant, ben, dans 5 ans, ma voiture est dépassée. Alors que si vous achetez une Porsche maintenant, dans 5 ans, c'est plus ou moins la même technologie. Donc les gens se sont dit, waouh, mais je vais dépenser 100 000 francs pour une voiture, et puis dans 5 ans, elle ne vaudra plus rien parce qu'on fera 10 fois mieux, ou 3 fois mieux, 5 fois mieux. Ça, c'est les craintes. Alors à partir de là, oui, il y en a d'autres, design attractif pour pas que ça soit un gros veau, et puis la sécurité aussi d'une voiture normale avec les airbags et tout ça, et pas avec 100 portes ou autre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont créé? Mais ça, vous le savez plus ou moins, on l'a vu de l'autre côté, c'est une voiture de luxe électrique de sport. Dans les Pain Relievers, ils ont traiter ça de façon prioritaire. C'était l'obsession de tout ce que vous avez signalé. Hein, batterie, tombe en panne, long temps de chargement, le coût associé et autres. Donc ils se sont dit ça, il faut aller, capacité haute batterie. Ah, c'est pour ça qu'ils sont venus en disant je suis un fabricant de voitures, mais je suis aussi un opérateur de pompe d'essence, sans essence, électrique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font les deux. Eux, ils se sont dit, comme il manque des trucs rapides, ben, je vais opérer ça aussi. Donc, ils ont été, entre guillemets, ils se sont forcés à offrir cette prestation. On l'a vu tout à l'heure dans le business model. C'est la raison pour laquelle, recharge rapide. Et puis ici en haut, c'est ce qu'on appelle nous des créateurs de gains, c'est-à-dire essayer de dire, est-ce qu'on peut répondre ça oui ou non? Et donc, la chose, ça a été, depuis le début, l'obsession du sport. L'obsession de dire, je dois être en dessous des 4 secondes pour atteindre 100 km. Alors, au début, ils n'y étaient pas, ils étaient à 4 ou 6. Maintenant, ils sont à 3 quelque chose, d'accord? Donc, ça veut dire que vous mettez une Lamborghini, une Tesla, sur un circuit, la Tesla devant, avec un moteur électrique et riquiqué comme ça. Hein. Donc, ça, c'est vraiment, c'était l'obsession des ingénieurs. Ça. Et puis, grande autonomie, ben voilà, c'est l'ordre de grandeur 300-400 km. Et puis après, vous arrêtez, vous rechargez. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer d'atteindre, de dire, oui, oui, ta voiture va garder sa valeur? Eh bien, ils se sont dit, on va te mettre à jour ta voiture, entre guillemets, à distance. Donc, tu achètes une voiture, il n'y a pas de système pour se parquer tout seul. Si ça existe dans 2 ans, tu l'auras à bord. Il n'y a pas un système pour rester entre les lignes blanches, tu l'auras si ça existe. Il n'y a pas un système pour conduire sans chauffeur, sans main. Maintenant, ça existe, on met à jour ta voiture. Donc, des voitures qui ont été achetées il y a 3-4 ans, maintenant, roulent sans toucher le volant. Okay? Donc, ça, voilà, c'était l'obsession du. Et puis, bien sûr, ils ont mis au point d'autres choses, ils ont gagné des concours de design et autres. Mais grosso modo, ça, c'est une sorte de focus, de zoom sur la proposition de valeur qu'on a vue tout à l'heure, où on l'a juste représentée sous forme d'une petite voiture. Donc, par contre, on doit encore savoir, est-ce que même si je fais tout ça,
Est-ce qu'il y a des clients qui vont l'acheter? OK, ça, c'est pas encore. Ça, c'est de la créativité, mais ce n'est pas encore de l'expérimentation. Donc ça, on va devoir vérifier. Et j'ai mis un petit, c'est votre devoir. Ici, j'ai mis des sticky notes. Donc si à la maison, vous voulez vous entraîner, vous avez ici des jobs, pains and gains, et ici, vous avez des features et des bénéfices des créateurs de gains. Donc vous pouvez en prendre un, les coller sur le machin que vous avez mis là. OK. Maintenant, en conception, donc en créativité, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Quand on fait un objet comme ça, oui, OK, c'est bien, c'est intéressant, on va l'acheter ou pas. Mais quand on fait un objet pour être vendu, pour être utilisé, être loué, il faut quand même, t'aimes bien, t'aimes pas. Il ne suffit pas de dire, j'aime bien. Non, non, est-ce que tu es prêt à me payer pour ça? C'est ça un peu l'idée de business. Hein? Même si, après, vous ne faites pas de profit, c'est juste pour couvrir vos coûts. Donc, il y a l'expérimentation. De la même façon que l'architecte utilise ses maquettes pour essayer d'avoir du feedback des clients, nous avons besoin de faire ça aussi. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire faire des maquettes de business model? Ben, pour le moment, on sait faire des plans, mais on ne sait pas nécessairement faire des maquettes. Donc, on va voir que créer un modèle d'affaires, ça demande d'être testé. Et c'est une révolution dans le monde de l'entreprise. Pourquoi? Nestlé, il a mis 15 ans, 20 ans pour faire ça. Nous, on aimerait bien faire ça dans l'année, avant de lancer, déjà, d'avoir une certitude, ou presque, que le client va craquer, quoi. Ça ce n'est pas facile à faire. Et là, il faut garder en tête, pourquoi un business, hein, une start-up qu'on lance, une petite entreprise, une activité d'étudiant, peut foirer? Une raison. Il manque d'argent. Oui, bien sûr, hein, la banque ne te donne pas de fric, ben, tu ne sais pas lancer le truc, ou je ne sais pas, ta famille ne te donne pas d'argent. 2. Non, je vois, vas-y. Trop de stock. Trop de stock chez moi. Oui, mais ça, c'est de l'exécution. Trop de stock, ça veut dire que tu lances, là, ça voudrait dire tu fabriques trop et on ne t'achète pas, ça je comprendrais. Ça peut être aussi, je n'arrive pas à recruter quelqu'un de brillant, quand même, parce que pour faire du marketing, l'exécution, il faut recruter des gens. Mais regardez ici, oui. Oui, peut-être le marché n'est pas prêt, exactement. Et là, regardez la statistique, elle est récente, je crois qu'elle date d'il y a 2 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a examiné tous les échecs dans la Silicon Valley et qui essaie de comprendre, avec les entrepreneurs, pourquoi ils ont échoué. 40%, je fais quelque chose que personne ne veut. Donc, je déploie l'effort, je fais tout, je vais chercher de l'argent, je reçois de l'argent, je crée le produit, je vais sur le marché, et puis, personne. Et ce n'est pas théorique, hein, je vais prendre un exemple. En Suisse, j'en ai d'autres. En Suisse, c'est quoi? Il y a quelques années, Logitech, hein, qui est sur le campus ici, mais à l'époque, ils étaient un peu plus loin, à Romanel, ils vont imaginer de faire une set-top box un peu spéciale, une sorte de boîte qui connecte tout ce qui rentre comme information dans la maison et qui utilise la télévision comme un écran, quoi, hein, comme... Ils vont tout faire bien, c'est une société quand même très bonne, plein d'ingénieurs, des gens de marketing, donc ils font tout, ils achètent, ils signent un contrat avec Google TV, grosse compagnie, ils font faire 50 millions d'exemplaires à Taïwan parce qu'ils savent faire ça pour les souris et pour le reste, donc ils font tout impeccable. Ils lancent, ils en vendent sur les 50 millions quelques dizaines, quelques milliers pour eux. Ils vont dépenser pour ce projet-là, mais ils vont perdre, hein, parce que ça ne va pas marcher, 100 millions. C'est énorme, hein, ce n'est pas une grosse entreprise non plus, mais ce n'est plus une start-up, mais c'est une entreprise. Donc, ils vont rentrer pour la première fois dans les chiffres rouges, alors qu'ils ne l'avaient pas été jusque maintenant. Et ils vont mettre 5 ans pour s'en sortir et revenir, et vous avez vu récemment, OK, ça marche mieux, ils font d'autres choses. Pourquoi? Et ça, c'est le fondateur de Logitech qui le dit, qui n'est plus directeur de l'entreprise, qui est juste au board, hein, au chairman, et qui va dire, hey, on se réveille, on a fait confiance aux chiffres, aux sociétés de conseil, aux data, et on a oublié qu'il y avait des clients, on ne leur a pas demandé, tu aimerais bien ce truc-là, tu vas l'utiliser? Oui, non, il y a peut-être d'autres techniques. Ils ont perdu de vue qu'il fallait garder le contact client. Donc il dit, mais ce n'est pas bon ça, il faudrait essayer d'avoir ça très vite dans le projet, de se confirmer des hypothèses. Donc pourquoi? Parce que quand on fait la création, comme vous dites, créativité de business model, eh bien vous dites, j'ai besoin d'un client qui fait ça, j'ai besoin de ce canal-là, sans cette ressource ça ne marche pas, je vais générer de l'argent comme ça. Ce sont des hypothèses. Vous pensez que le client va commander, vous pensez que vous avez besoin de ce canal, vous pensez que vous avez besoin de cette ressource, que sans ce partenaire, ça ne va pas tourner. Donc vous avez plein d'hypothèses, plein. Et l'idée, est-ce que c'est possible de tester ces hypothèses avant de dépenser trop d'argent? Donc, les hypothèses peuvent porter sur quoi? Sur le fait que le client, il veut ce truc-là. Bien sûr, et dès que c'est technologique, il faut aussi montrer qu'on peut le faire. OK, j'ai un drone, il vole, mais s'il vole comme ça avec la caméra est en dessous, ce n'est pas très stable. Donc, bien sûr, il y a des hypothèses de technique. Ça, c'est plutôt pour les ingénieurs, ça, c'est plutôt pour les gens en management. Et puis, bien sûr, il faut savoir si mes coûts vont être couverts.
Donc j'ai plein d'hypothèses. Et puis j'ai d'autres hypothèses. J'ai mis ici un peu parce que j'en ai pas parlé. Il faut aussi que des hypothèses, je fais mieux que mes concurrents. Parce que si je fais moins bien, ça va être difficile de vendre. Voilà. Donc j'ai aussi des hypothèses d'adaptation. Adaptabilité, pas. Alors, ce mouvement de dire je vais tester, apprendre des choses avec les clients et puis retourner éventuellement, ce phénomène-là s'appelle Lean Startup aux États-Unis. Parfois on dit c'est la conception testée, la conception expérimentale, mais le mot Lean Startup est devenu très populaire. Et là il y a un commentaire, ça c'est un des pères de Lean Startup, Steve, et qui dit hey, ok, testez, mais n'allez pas tester en demandant à votre voisin, ça a marché. Lui, c'est le chef des opérations, ça, c'est le marketing, et ils se discutent entre eux, ouais, ça va y aller. Non, 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 sortez, sortez. Sans contact physique direct avec des clients, ça va être très, très dur. Donc, il dit, sortez du bâtiment, parlez avec les gens. Et donc, là, il y a un petit enjeu. T'aimes bien ce truc-là? Ouais, pas mal quand même, hein? T'as vu, c'est pratique, ça fait des beaux machins. Tu serais prêt à m'acheter ça dans 1 an si j'arrive à le mettre au point? Oui, 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 oui. Je fais le truc. J'ai fait 100 francs, tu l'achètes? Non, non, j'ai changé d'avis, ou bien ça coûte trop cher. Donc, ce que les gens disent et font, c'est 2 choses. Donc, l'idée, est-ce possible de tester avec un call to action, un appel à l'action. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas juste savoir s'ils sont intéressés par votre produit, même s'ils préfèrent votre produit. Non, non, vous aimeriez bien. Est-ce qu'il est prêt à payer un peu? Il faut aussi fixer les prix, mais est-ce qu'il est prêt à me donner un peu d'argent pour ça? Ou bien est-ce que quelqu'un d'autre va me donner, si c'est gratuit pour la recherche pour vous, mais est-ce que les entreprises vont payer un peu de publicité sur mon site? Donc on est dans une logique où est-ce qu'à un certain moment, mon business model va être assez rentable que pour au moins couvrir les coûts, même pas pour faire des gros chiffres. J'ai pris Nespresso parce qu'on en parle beaucoup, c'est beaucoup d'argent, mais une start-up, elle commence, elle fait 10 000 francs sur un mois. Un Monito ici, ben voilà, ils font quelques milliers de francs au début, ils sont déjà contents, ça couvre une partie de leur coût. Voilà, ça c'est vraiment l'enjeu, et donc on a défini une boîte à outils avec différentes techniques, des techniques où quand j'ai accès au client, ou parfois je l'ai accès via le web, et tout ça, voilà, il y a plein de techniques qu'on peut envisager, et je vais vous montrer comment, puisque vous aviez fait le business model de Tesla, Tesla a fait ce truc-là. Regardez bien les dates, hein, ça c'est assez important. Donc ça c'est 2003, donc quand il a ça en tête, c'est 2003, et la première voiture va sortir 2008. Mais il aimerait bien savoir, avant d'investir, et lui a investi beaucoup, hein, et on l'a aidé à investir, mais en disant, est-ce que ces gens-là potentiellement seraient prêts à mettre 100 000 francs pour une Porsche qui n'est pas une Porsche? Ok, donc la première hypothèse, c'est quoi? Il y en a d'autres, hein, le prix, tout ça, mais la première, c'est, est-ce que potentiellement des gens sont prêts à dépenser pour acheter une voiture de luxe électrique, hein, ou une voiture de sport électrique? Cette voiture n'existe pas. Donc on voit bien qu'il y a des batteries qui sont en train de se mettre au point, des moteurs qui tournent vite, mais c'est vraiment dans la tête des gens, des ingénieurs. Donc ça n'existe pas. Donc ça, c'est à peu près l'hypothèse qu'ils ont au départ. Et comme on se souvient de ça, ils veulent quelque chose qui n'est pas ça. Et vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai essayé de définir un peu la proposition de valeur. Donc l'hypothèse, 1, clients sont intéressés par une voiture électrique de sport de luxe. Ma question, prenez 2 minutes et je vais vous demander, comment on peut tester ça? Comment on peut tester comment on peut tester une voiture qui n'existe pas? Ah non, je vais la faire alors. Et puis, voyez comment on peut faire un proto, hein, on n'est pas obligé de faire une série de 1000. Comment vous feriez-vous? Et je répète, cette voiture ne sera disponible que dans 2 ou 3 ans. Je ne sais pas encore tout faire bien, mais je peux commencer. Tout à l'heure, vous avez vu la caméra digitale de Kodak, une machine comme ça. Après, ça va se retrouver dans un appareil comme ça. Donc, il y a des problèmes de miniaturisation et tout ça. Comment vous feriez-vous? Parlez un peu 2 minutes, comment on pourrait tester le fait que l'hypothèse c'est celle-là. Les clients sont intéressés par une voiture électrique de luxe qui va un jour exister. Et puis voilà, c'est déjà pas mal ça. Et voilà. Ok, donc on vend une voiture. Donc c'est à peu près ça, hein, se dire grosso modo, je prépare un car concept, je la fais essayer, je demande, tu serais prêt à l'acheter? D'accord? Et bien sûr, elle n'est pas finie, elle n'est pas complète, elle n'a pas la forme finale et tout ça. Ça, c'est assez courant et les grandes sociétés automobiles pratiquent assez bien cette façon de faire. Ils ont les moyens de vite monter une concept car. Mais là, tu fais l'hypothèse que tu peux déjà la faire. Non, on peut la vendre aussi sur Kickstarter. Ah oui, d'accord, mais Kickstarter en 2003. Ok, d'accord. Donc ça serait une autre technique qui fait partie de l'outillage, la boîte à outils pour faire. Donc eux, ils n'ont pas Kickstarter, donc ils disent... Comment je pourrais faire? J'ai envie de faire ça.
Ça voudrait dire qu'il faut la faire là-bas. Donc, eux vont dire, non, ça ne va pas ça. Ils vont changer. Ils vont acheter une voiture Lotus Elise, une voiture de sport. Ils enlèvent tout dedans, le moteur, le réservoir et tout ça. Et puis, ils l'habillent un peu à l'intérieur, un grand écran milieu, un petit moteur, un boîte en carton, hein, donc ça ne roule pas, hein, ce n'est pas fonctionnel. Puis, ils la mettent dans quelques centres commerciaux. Et disent, tu serais intéressé par acheter ce truc-là? Ouais. Donne-moi 5 000 francs. Et si la voiture existe, tu l'auras. Donc, ils prennent un peu ta technique, mais sans utiliser le web. D'accord? Et donc, ils vont l'expérience, c'est de demander de verser des arts de 5 000 francs pour confirmer la commande. Et ils vont en recevoir des centaines. Donc, je veux dire, waouh, une voiture qui n'existe pas. Les gens sont prêts à mettre 5 000 sur la table pour la voir si elles existent un jour. Là, l'hypothèse commence à être vérifiée et donc ils vont commencer à lever des fonds, investir, faire les protos et rentrer dans la logique à un certain moment de savoir le faire, voir si les clients confirment que c'est plutôt 100 000, 80 000. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un peu l'idée d'un test avec un appel à l'action. Oui. Oui, si elle existe. Ça veut dire que s'ils ne sont pas capables de le faire, il faut en plus décider si les 5 000, je te les rends, ça c'est, ou bien ben, je les ai investis dans la fabrication, je n'y suis pas arrivé, tu les as perdus, et je les ai perdus. Donc c'était... Ah non, 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 c'est des arts, c'est une avance sur la... Ah non, non, ah non, bien sûr. Oui, oui, c'est une très bonne question. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est la voiture va couler 100 000, mais tu mets déjà 5 000 sur la table et le jour... Et c'est ce qu'ils ont fait avec la voiture tout à l'heure, vous vous souvenez? La voiture, le modèle 3, ils ont refait la même chose sur le web cette fois-ci. Ils ont dit, tu achètes la voiture, la série 3, hein, qu'ils ont fait il y a 2-3 ans, en 2016, mais tu déposes de l'argent pour confirmer ta commande, et ils ont pris pour 12 milliards de commandes. Hein. Mais ils n'ont pas reçu l'argent de ça, ils n'ont reçu que 1000 francs, alors que la voiture va faire 30 ou 35 000. OK. Dernier point en 5 minutes. Parfois, l'architecte fait la rénovation de bâtiments. Nous aussi, des fois. Pourquoi? Et on l'a vu avec Kodak. Un modèle qui tourne bien, il peut disparaître. Donc, un modèle, un business model, c'est comme le yogourt dans votre frigo. Il peut pourrir. Il a une date d'expiration. Avec un gros souci. Le yogourt, vous connaissez la date d'expiration, c'est mis dessus. Un business model, vous ne savez pas. Et donc ici, une prof de Columbia a dit, ne vous intéressez pas trop à vos concurrents et de garder un avantage compétitif, soyez plutôt agile dans vos réactions. Essayez de changer votre business model suffisamment souvent pour garder la main, un peu comme Fuji a fait plutôt que Kodak. Et donc l'idée, c'est que de ce côté-ci, dans certains cas, j'exécute et je dois continuer à créer des nouveaux modèles pour la suite. Ça, c'est le futur, ça, c'est le présent. Donc voilà, ça typiquement, ça c'était leur présent, les films, et ça, leur futur a été le cosmétique, le médical et autres. Donc on a développé des techniques pour faire ça, des techniques qui sont basées sur celles de l'architecte qui utilise le tracing paper, le papier calque, d'accord, le papier transparent. Donc quand vous construisez le modèle vert, vous voyez le modèle jaune à travers, et vous pouvez utiliser des composants ou pas. Je vais l'illustrer très brièvement, sur 2-3 minutes. Donc Hilti, vous connaissez Hilti? Des bricoleurs dans la salle, pas trop. Donc Hilti, c'est une société qui fabrique et qui vend des machines de chantier, la Rolls-Royce des outils, hein, des très bons outils, bonne qualité et autres. Donc ça, c'était leur métier de base, donc c'est le gauche, le présent. Et leur métier, c'est quoi? Je vends des outils à des chantiers, j'utilise une force de vente, je garde le contact assez longtemps avec des représentants, j'ai des ventes, j'ai des usines, j'ai la marque qui joue pour moi, j'ai des brevets sur les outils, je fabrique, je vends, j'ai des partenaires pour faire certaines parties, j'ai des coûts. Ça, c'est le modèle classique de vente à ses voisins de n'importe quelle société qui vend des objets physiques, puisqu'ils vendent ça. Il y a quelques années, ils se rendent compte de quelque chose et ils vont non pas réinventer un business model complet, mais ils vont changer leur business model, ils vont essayer de l'améliorer en trouvant une nouvelle proposition de valeur. Ils vont se rendre compte, ça semble évident, que le job principal des clients, ce n'est pas d'acheter des outils, c'est de les utiliser, c'est-à-dire de l'avoir au bon moment quand ils en ont besoin sur un chantier. Et donc, ils vont créer une nouvelle proposition de valeur qui est la location d'outils en ligne. Donc, toi, tu es responsable de tous les chantiers d'Implenia. Tu vas en ligne, tu dis, j'ai besoin de 10 foreuses là-bas le mois prochain pour tel chantier, j'en ai besoin de 25 là-bas, j'ai besoin d'un compresseur ceci. Et donc, tu décides tout ce que tu veux.
Et eux vont faire en sorte que tu aies les outils au bon moment sous le chantier. C'est ça l'idée. C'est ça qui aurait été présenté dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et si vous utilisez la technique de rénovation de business model, vous tirez le papier calque et vous dites, OK, j'ai droit à utiliser tout ça, je peux en enlever, je peux en supprimer. Si je vois que le papier calque, je vois le nouveau. Si je vois les deux ensemble, je vois les deux. Si je vois le papier blanc en dessous, c'est l'ancien modèle qui tourne encore maintenant. Donc, il dit, OK, je vais offrir la gestion en ligne des outils, donc une gestion mensuelle avec une facture mensuelle. Même, pas tout à fait le même client, c'est celui qui gère la flotte, ce n'est pas nécessairement celui qui achète in fine les outils. Je vais utiliser le même représentant plus un nouveau canal. Pourquoi? Parce que lui, il accède directement au web pour décider ce qu'il veut comme outil dans son chantier. Il connaît la facture, il paye. Et donc, le paiement ici, cette fois-ci, c'est un revenu récurrent. Et il va le protéger par de nouveau un pilokin, c'est-à-dire tu ne peux pas prendre un contrat juste pour un mois et puis me chicaner. Garde ce contrat 2 ans, 3 ans. Donc on va signer un contrat qui fait que pendant X temps, je vais avoir du revenu qui tombe et je vais couvrir une partie des coûts que j'ai investis. Et puis ici à gauche, ma question pour vous aurait été, on va essayer de finir quand même dans les 5 minutes, qu'est-ce qu'il faut adapter pour ça? Vous avez compris, louer des outils plutôt que les acheter. Donc en partie gauche, il faut changer 2 choses fondamentales. Un, il faut avoir une flotte qui vient chercher les outils sur place, qui les répare, qui les amène et tout ça, parce qu'en plus, ils garantissent que si un outil est cassé, on vient te le remplacer en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, il y a un service qui est offert. Et 2, quand je loue des outils, la société ILTI possède les outils. Donc, ça, c'est dans son stock maintenant, puisque je ne les ai pas achetés. D'accord? Donc, ça pose des enjeux, parce qu'il a fallu refinancer un peu l'entreprise pour faire en sorte que j'ai assez d'outils pour les louer et pas les avoir vendus, récupérer l'argent, vendu le suivant, la boulette de neige quand on vend. Voilà, donc ça c'est un peu la rénovation de modèle. Donc ce qu'on a fait, c'est on a regardé 2 modèles, un langage commun pour décrire soit un business model, soit une proposition de valeur. J'ai mentionné un peu cette idée prototypage, j'ai mentionné qu'il fallait tester, on a vu une technique, et soit Kickstarter, il y en a d'autres pour essayer de tester des choses avec un appel à l'action, et ça je l'ai fait en 3 minutes. Maintenant, une chose, et puis on termine là. C'est difficile pour une entreprise, n'importe qui, de savoir où ça va. Si on savait que les gens vont acheter 100 voitures la première année, 1000 voitures la deuxième année, ben j'y vais, je suis sûr. Mais je ne sais jamais ça. Donc c'est difficile d'anticiper le futur. Et je vais prendre une analogie. Une dinde, on lui donne à manger tous les jours. Donc sur base de son expérience client, elle dit, waouh, de son expérience, j'ai toujours à manger de plus en plus, parfait. Elle oublie que quelqu'un a prévu un autre futur pour elle. D'accord? Et ça, c'est ce qui arrive. Voilà, moi, je fonds, et puis il y a un concurrent qui arrive, il y a une régulation qui change. Donc ça, c'est difficile à faire. Lire le futur est un des gros enjeux des startups. Hein. Mais c'est vrai pour les grosses entreprises. On l'a vu avec Nokia. Et la courbe ici, elle paraît brutale. Bon, je la mange. Mais regardez celle de Nokia. Il y a en 2008, ils ont 50% de part de marché. Numéro 1 sur la téléphonie. Quelques années plus tard, ils n'ont plus que 3%. Ils sont rachetés par Microsoft et tout ça. C'est spectaculaire, c'est presque aussi rapide que pour loi sur un jour. Ce n'est pas un jour, c'est quelques années. Comment on peut imaginer qu'une entreprise qui exécute super bien, qui a une recherche et développement exceptionnelle, peut disparaître, hein, ou en tout cas être suffisamment menacée pour arriver à connaître cette courbe-là? Et là, il y a ce physicien qui dit ça. Une prédiction, c'est difficile, hein, mais surtout si ça concerne le futur. Ben, évidemment, une prédiction, c'est pour le futur, donc c'est une joke. Et là, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez faire confiance à votre feeling, hein, vous lisez dans le marc de café, dans la boule de cristal. Non, moi je sais, la technologie drone est mature assez pour faire des photos, voilà, n'importe quoi, vous avez l'impression que vous savez les choses. Ou bien vous faites confiance à une société de conseil. Il y a des consultants dans la salle? 1, 2, oui, ok. Alors, il ferme ses yeux dans une minute, ou ses oreilles plutôt, parce que ça peut être aussi ça. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Vous voyez, Jules Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Ok, donc certains disent, je sais où ça va, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça reste compliqué. Merci beaucoup.